Imaginez un petit arbuste type framboisier dans votre jardin ou même sur votre balcon d'appartement sur lequel tous les mois vous pouvez ramasser à la main comme vous ramasseriez des framboises. Là, ce serait des noix de cajou crues. Vous en prenez une grosse poignée, vous les mettez au four, vous les faites légèrement torréfier, vous salez un tout petit peu et vous vivez le meilleur apéro du monde. Bon, bah, je suis navré, mais ça c'est vraiment, mais alors vraiment pas près d'arriver. C'est très frustrant. Mais c'est en effet beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça pour obtenir une noix de cajou. J'ai eu la chance d'aller sur place à Madagascar observer des plantations et productions de noix de cajou. J'ai été complètement halluciné de tout ce que j'ai découvert et compris sur place. Et je vais profiter de ce podcast pour vous en raconter le plus possible et j'espère vous apprendre le plus de choses possible sur la production de noix de cajou et toutes les problématiques qui vont avec. Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Lafontasse, je suis le fondateur de Pépite, un club de passionnés de bons produits, ce qui m'amène à parcourir la France très souvent, mais aussi l'Europe, parfois le monde, à la rencontre de ces artisans producteurs qui, à leur manière, essayent de changer le monde en produisant des choses qui sont bonnes au goût, mais aussi bonnes pour notre santé, bonnes pour la planète et bonnes pour les femmes et les hommes qui travaillent avec eux. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, je vais vous parler de noix de cajou. Et vraiment, c'est un sujet déjà que j'adore parce que je suis fan de noix de cajou. Je suis fan également parce que je pense franchement avoir découvert à ce stade la meilleure noix de cajou au monde que j'ai goûté, vraiment, mais de très loin. Et puis, j'adore ce sujet parce que ce que j'adore dans ce podcast, c'est quand je vous apprends des choses et je vous permets de découvrir des choses ou de comprendre ce que j'ai pu découvrir quand je me suis rendu sur place. Et je suis quasi certain que vous allez apprendre pas mal de choses dans ce podcast. Alors oui, en effet, la noix de cajou, on aime tous ça, hein. Les Français, on en est des grands fans. On n'est pas le premier consommateur au monde. Le premier, ce sont les États-Unis, qui sont suivis par l'Allemagne, je crois, et un pays du Nord. Mais malgré tout, c'est quand même un produit qu'on consomme beaucoup et qu'on a tendance à consommer à l'apéro par poignée entière. Et je peux vous assurer un truc, c'est que après avoir vu comment on faisait les noix de cajou, j'essaye maintenant de les manger une par une. C'est pas simple de changer d'habitude, mais vous allez comprendre. Alors une noix de cajou, c'est cher, ça coûte en moyenne 7 fois plus cher que des cacahuètes, mais c'est pas pour rien. Vous allez comprendre, la production de cajou, elle est hyper loin de ce que vous imaginez. Donc si on reprend l'image que je vous ai donnée d'un arbuste là, qui fait des noix de cajou comme ça, comme un framboisier, gardez cette image en tête et maintenant essayez de vous dire, ok, en fait, je sais que c'est pas ça, merci Tristan, donc à quoi ça ressemble? Sur quoi ça pousse? À quel endroit? Et visuellement, à quoi ressemble une noix de cajou? Franchement, il y a peu de gens qui savent exactement me décrire la réponse, puisque la noix de cajou, ça vient d'un arbre qui s'appelle l'anacardier. L'anacardier fait un fruit qui s'appelle l'anacarde. C'est un arbre qui est de la même famille que l'amandier. Et pour être plus précis, l'anacardier, il fait un vrai et un faux fruit. Je vais vous expliquer. Alors c'est un arbre qui vient principalement du Brésil à la base, mais on en trouve maintenant partout dans le monde, en Inde, au Vietnam, et également beaucoup en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, qui est un très très grand pays, un pays dans lequel il y a beaucoup beaucoup d'anacardiers, de plus en plus d'ailleurs. Les deux pays les plus grands producteurs de noix de cajou, le produit terminé au monde, sont l'Inde et le Vietnam. Donc, vous imaginez un arbre qui a un tronc d'un diamètre respectable, on va dire entre 50 centimètres et 1 mètre, hein, je dis un peu, ça dépend bien évidemment de la plantation et de l'âge de l'arbre, c'est pour que vous ayez un ordre d'idée, et cet arbre a des grandes branches avec des feuilles, et au bout de ces feuilles, il y a l'anacarde. Et l'anacarde, ça ressemble surtout à une pomme. En fait, quand je parlais de vrai et de faux fruits, il y a d'abord ce qu'on appelle le faux fruit, c'est la pomme de l'anacardier. Faux fruit parce qu'elle ne vient pas de l'ovaire de la fleur, mais elle vient de la tige. Donc en fait, c'est la tige de la fleur qui va se transformer progressivement en une pomme, la pomme de l'anacardier. C'est un fruit qui est comestible, qui est sucré et dont les Brésiliens raffolent en jus. J'ai goûté à cette pomme, vraiment, je venais de la cueillir de l'arbre, c'est un moment assez exceptionnel et franchement, j'étais pas super fan. Franchement, c'est bon. Alors, le nez est pas terrible, j'ai aussi goûté en jus. Le nez est pas terrible, le goût est super sympa, c'est sucré, c'est bon, mais il y a une astringence qui est vraiment, vous savez, c'est le truc qui fait râper la langue sur votre palais. Et là,
ça la fait râper, mais sévère, quoi. J'ai l'impression d'avoir de la, la laine de verre dans la bouche. C'est pas hyper agréable en texture. Mais pour une raison qui me dépasse, c'est que les Brésiliens adorent ça. Je crois savoir que je suis jamais allé au Brésil, hein, c'est pour ça que je parle avec pas mal de recul. Ils l'utilisent beaucoup en jus mélangé avec d'autres fruits. Et c'est pour ça que ça passe très bien. Et on a uniquement le goût et beaucoup moins ce côté très astringent de la pomme d'anacardier. Donc, la branche, cette fameuse pomme qui a à peu près la taille d'une pomme, comme vous pouvez l'imaginer. Et au bout de cette pomme, il y a la fameuse noix de cajou. Mais attention, il y a encore un piège, parce que je dis la fameuse noix de cajou, mais c'est pas ça qu'on mange à l'apéro. Donc en fait, au bout de la pomme, il y a une noix de cajou. Et dans cette noix de cajou, il y a une amande de cajou. Et en fait, ce que vous avez dans votre bol pendant l'apéro, à côté de votre verre de vin, ce n'est pas une noix de cajou, c'est une amande de cajou. Donc techniquement, d'un point de vue botanique, on devrait parler d'amande de cajou et pas de noix de cajou. Parce que c'est plus simple et parce qu'on parle tous français et que c'est une habitude qu'on a tous pris, dans ce podcast, je dirais parfois noix de cajou. Des fois, je reviendrai sur amande parce que je voudrais faire mon malin. Mais voilà, si vous voulez énerver vos potes à l'apéro, vous pouvez leur raconter cette histoire. Non, désolé, c'est pas une noix de cajou, ça c'est une amande de cajou. Vous avez ma garantie que si vous allez chercher sur Google, vous pourrez leur montrer que vous avez raison, mais aussi que vous risquez de perdre des amis. Wow. Donc, la pomme, la noix de cajou, l'amande de cajou à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait des noix de cajou maintenant ? Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que la noix de cajou, ça coûtait en moyenne 7 fois plus cher que des cacahuètes, et c'est pas pour rien. Le process de production, bien que pas si compliqué que ça à comprendre, il est très très time consuming. Je suis désolé pour mon anglicisme débile, puisque je sais très bien comment le dire en français, évidemment. Ça consomme du temps. Bon, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de faire des noix de cajou. Et notamment, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que ce sont souvent des pays pauvres, notamment l'Inde, qui produisent beaucoup de noix de cajou. Je vais vous expliquer. En gros, un autre truc embêtant, contrairement à l'exemple que je donnais en introduction, c'est que les noix de cajou, elles ne poussent pas toute l'année, malheureusement. Il y a une saison de la noix de cajou et le reste de l'année, il n'y en a pas. Donc c'est cyclique et c'est annuel. Donc pour la production locale, c'est pas forcément très simple d'un point de vue financier. Une fois que les pommes et les noix de cajou sont arrivées à maturité, le poids de la pomme va faire tomber le fruit par terre. Et c'est à ce moment-là, ou juste avant, en fonction, qu'il va falloir ramasser la noix de cajou, garder ou jeter la pomme, en fonction du marché sur lequel vous êtes. Vous imaginez bien que des productions d'anacardiers en Afrique jettent les pommes, j'imagine pour la plupart, puisque si la consommation elle est uniquement au Brésil, ça n'a pas de sens économique à ce stade d'envoyer un bateau des pommes qui sont assez lourdes et probablement pas hyper rentables. Donc j'imagine qu'il y a une bonne partie qui reste et qui va nourrir le sol. Le reste, on récupère ces fameuses noix de cajou qu'on va ensuite faire passer par plusieurs étapes successives pour arriver à notre fameuse amande de cajou que nous on appelle noix de cajou, souvent torréfiée, salée, mais pas obligatoirement crue, ça peut être absolument excellent aussi. Donc elles sont séparées de la pomme, on va ensuite les sécher et les nettoyer après les avoir entreposées dans un entrepôt. Il y a une étape d'après qui est obligatoire, c'est celle de faire chauffer très fort ces noix de cajou. On va faire ça pour pouvoir préparer la séparation entre cette noix et cette amande. Une fois qu'on a chauffé très fort, c'est là qu'il faut que vous compreniez, c'est tout l'enjeu de la noix de cajou, il arrive à ce moment-là. Entre la noix de cajou et l'amande de cajou, le truc qu'on mange, il y a malheureusement un produit qui est très acide. C'est deux produits, du cardol et de l'acide anacardique. Rappelez-vous, l'arbre s'appelle l'anacardier et le fruit s'appelle l'anacarde. Cet acide anacardique et le cardol sont corrosifs et vont littéralement brûler la peau. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant d'aller à Madagascar, mais aussi avant de préparer ce podcast, et j'ai un souvenir assez marquant d'une femme en Inde qui raconte qu'il y a eu juste une amande de cajou qui lui est tombée sur le mollet, où la peau est plus fragile que sur les mains, et elle a la forme de l'amande. On ne sait pas quand c'est arrivé, mais j'imagine depuis des jours, elle a la forme brûlée sur sa peau, parce que l'acide l'a brûlée. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est pour que vous ayez un aperçu de ce que ça peut faire. Cet acide, il va progressivement, complètement ronger la peau et le bout des doigts des femmes qui vont travailler ces noix de cajou. Je dis femmes parce que la réalité, c'est que j'ai vu que des femmes travailler là-bas, et que ce soit à Madagascar, mais aussi majoritairement en Inde, au Vietnam, c'est tout le temps que des femmes qui font ça.
c'est extrêmement problématique. Alors, tout de suite, ça soulève une question, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là ne mettent pas des gants? Pour plusieurs raisons, figurez-vous. C'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait penser. Tout de suite, on pourrait se dire, juste le coût. Le coût d'un gant en latex ou n'importe quoi, c'est pas anecdotique. Ça l'est peut-être pour nous quand on vit en France, mais ça l'est pas pour ces personnes-là qui vivent dans des pays où le niveau de pauvreté était extrêmement élevé. Et il faut imaginer que ces personnes-là gagnent quelques euros par jour seulement pour faire ce travail et ne travaillent pas 6-7 heures. Hein. C'est des grosses journées de boulot hyper intenses, souvent sous une chaleur écrasante. Donc ces personnes-là, avec un budget comme ça, elles n'ont pas les moyens de s'acheter des gants qui, en plus, il faudrait changer hyper régulièrement. Autre chose à comprendre, c'est que c'est un travail extrêmement précis. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller voir sur Internet quelques vidéos pour comprendre comment on fait. Mais c'est très compliqué, très précis. Et en fait, des gants, ça gêne. Ça fait baisser la productivité. Et malheureusement, il y a énormément de femmes en Inde et au Vietnam en particulier qui vont être payées au kilo de noix épluchées. Donc, baisse de productivité, moins d'argent, donc no way. Il faut, là-bas, on parle de survie, on est tout en bas de la pyramide de Maslow. Il faut nourrir les enfants et la famille. Donc, c'est des femmes qui se sacrifient littéralement leurs doigts, la peau, et même plus que ça. Hein, vraiment, il y a des images qui sont assez dures à voir pour pouvoir faire vivre leur famille. Voilà, je suis désolé, à chaque fois, j'ai toujours un petit sujet un petit peu chiant comme ça et pas simple à digérer, mais il faut l'accepter. Tous les produits qu'on consomme, ils ont une histoire, plus ou moins belle. Et c'est important de savoir l'impact qu'ont nos choix à nous en tant que consommateurs lorsqu'on va acheter tel ou tel produit. Et vous vous en doutez, bien sûr, si je fais ce podcast, c'est que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé des gens qui travaillent super bien là où ils jouent, et avec des femmes qui portent des gants notamment, mais pas que ça. Alors il y a une autre question qui pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne mécanise pas l'épluchage des noix de cajou? C'est possible, il y a des machines qui font ça. Alors quand on dit machine, attention, je les ai vues et c'est mécanique, mais c'est encore une personne avec sa main qui l'utilise. Donc en gros, il faut imaginer une machine en acier avec un gros levier que la personne tient d'une main, et de l'autre main, elle vient prendre une noix de cajou, la mettre au niveau de son levier dans un petit trou et baisser le levier à la main pour qu'il y ait une espèce de, comme une grosse lame qui vienne fendre la noix au bon endroit. Soit ça marche, soit des fois il faut juste remettre un petit coup à la main pour la sortir. Mais tout ça, c'est une par une. Je n'ai pas vu, j'ai vu aucune trace d'outils plus avancés pour faire cette étape-là de façon beaucoup plus automatisée. Donc dans tous les cas, il y a quand même un travail manuel qui est extrêmement important. Et accrochez-vous, ça ne s'arrête pas là. Une fois que cette amande est sortie de la noix de cajou, il y a encore une pellicule qui va rester autour de l'amande de cajou. Donc pour ça, on va pouvoir à nouveau la faire chauffer pour pouvoir la fragiliser et qu'elle s'effrite un petit peu. Mais à la fin, je vous jure que c'est pas une blague, dans les vidéos que j'ai pu voir en Inde et Vietnam, les femmes à la main avec leurs doigts viennent racler avec leurs ongles, une par une, les amandes de cajou. Vous vous rappelez au début quand je vous disais que maintenant je mange plus des poignées entières comme ça? C'est que quand j'ai vu le travail colossal qu'il y a derrière, ça change un peu la donne. Ça donne envie de manger en pleine conscience. J'ai mis du temps à comprendre ce que vraiment ça voulait dire manger en pleine conscience. C'est ce genre d'expérience qui fait réaliser ça. C'est qu'au moment où je mets ma noix de cajou dans ma bouche et que je la mâche et que je la déguste, je pense à... Alors je le fais pas à chaque fois, hein, bien évidemment. Je joue pas à ce mec-là insupportable sur YouTube qui vous dit qu'il est parfait. Je fais quasiment jamais ça. Mais des fois, j'essaye. Et ça fait pas de mal de se dire, waouh, ok, tout le boulot qu'il y a eu derrière ce produit que j'ai là devant moi dans mon assiette, impressionnant. Donc, à la main, avec les doigts ou avec l'ongle, gratter cette fine pellicule qui est légèrement noire sur l'amande de cajou pour à la fin obtenir une amande crue. Et on arrive enfin à ce produit qui est comestible. Dans ce que j'ai pu voir à Madagascar, c'est pas avec les doigts qu'elles le font, c'est avec une espèce de mini couteau, une petite lame qui vient gratter, mais c'est à la main non-stop toute la journée pour pouvoir obtenir vos noix de cajou. Ensuite, ces amandes peuvent être vendues crues ou torréfiées. Le plus souvent dans le commerce qu'on a pour l'apéro, c'est des torréfiés et salés. Il y en a même auxquels on va ajouter des épices ou des trucs comme ça. Mais crues, ça peut être fantastique aussi, notamment pour la cuisine ou pour la pâtisserie. Mais moi, celles que j'ai, je les mange crues. Et pour l'apéro, je vous en parlerai plus tard, mais franchement, elles sont
hallucinantes. Elles sont vraiment hallucinantes. Voilà. Vous avez compris pourquoi c'était aussi cher, la noix de cajou. Et pourquoi c'était aussi compliqué. Et pourquoi c'est important de l'acheter en étant conscient de à qui on achète ces produits. Donc vous l'aurez compris, j'ai un peu devancé mon plan initial. Les grands problèmes de la noix de cajou, c'est au-delà du fait que c'est hyper addictif, c'est que au fil des ans, il y a plein de reportages et plein d'ONG qui se sont mis à critiquer la production de noix de cajou et la partie transformation particulièrement, parce que les travailleuses, et là j'insiste sur le féminin, parce que c'est vraiment à 99,9% des femmes sont complètement surexploitées, elles sont sous-payées et elles ont leur santé qui est gravement mise en danger, notamment à cause de ce fameux acide anacardique et du cardol qui est entre l'écorce et entre l'amande et la noix de cajou. Il y a enfin, dans les problèmes liés à la noix de cajou, un aspect environnemental et de transport. Je vous explique, même si ça vous semble peut-être évident sur la partie transport, ce n'est pas tant que ça. Environnemental, grand classique, on peut penser à, je sais pas moi, l'huile de palme. L'huile de palme qui a connu un boom énormissime. Ça rapporte de l'argent. Hop, en Indonésie, on rase des hectares et des hectares de forêt pour mettre uniquement des palm trees, voilà, des palmiers, qui produisent de l'huile de palme. Là, c'est pareil pour l'anacardier. Ça rapporte de l'argent, ça se vend bien. Merci les Américains qui l'achètent à un bon prix. Donc, notamment en Côte d'Ivoire, il y a des superficies énormissimes de forêts qui ont été rasées pour planter des anacardiers. C'est pas un reproche du tout quand je dis ça, hein, parce que moi je comprends complètement les personnes qui sur place sont en mode une forêt qui ne me rapporte pas d'argent ou une forêt qui va me rapporter de l'argent et qui me permettra de nourrir ma famille. Le choix il est vite fait, donc comme d'habitude c'est pas binaire, mais il y a une conséquence dramatique pour le monde entier, hein, parce que qu'est-ce qu'il faut dire maintenant, c'est plus le réchauffement climatique, c'est le bouleversement j'ai pas le mot exact. Je vais essayer de faire l'effort de me rappeler pour la prochaine fois, parce que le choix des mots est important. Le dérèglement climatique, je crois que c'est celui-là qui est recommandé maintenant. Le dérèglement climatique, il est plus que là, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et évidemment, il y a un autre impact, c'est sur la faune et la flore locale, qui, quand il y a une diversité énormissime, plein d'espèces et de variétés d'arbres différentes, versus uniquement des anacardiers, forcément, ça a un impact, et il y a plein d'animaux qui disparaissent comme ça progressivement. La Côte d'Ivoire, une autre particularité, je vous disais qu'il y a un impact sur le transport. Enfin, il y a un enjeu sur le sujet du transport de la noix de cajou. Pourquoi je vous disais ça? Parce qu'il y a énormément de noix de cajou qui ne sont pas transformées à l'endroit où elles sont produites. Notamment en Côte d'Ivoire, il n'y en a qu'une très faible partie qui est transformée sur place. Vous savez, toutes les étapes que je viens de vous décrire, les faire griller, les décortiquer, les sécher, etc. La Côte d'Ivoire, pour la majeure partie de leur production, va envoyer des noix de cajou. Donc là, j'utilise le vrai terme botanique, donc la noix qui contient l'amande. Ils vont envoyer des noix de cajou en Inde et au Vietnam pour que les fameuses femmes dont je vous parlais, qui ont les doigts brûlés parfois, les décortiquent pour qu'ensuite ces noix de cajou soient réexportées en Europe ou aux États-Unis. Donc on passe de quelques milliers de kilomètres potentiellement de la Côte d'Ivoire vers la France, si on parle de nous, à 20 000, 25 000, 30 000 kilomètres de transport qui auraient pu être clairement raccourcis s'il y avait eu une production locale. Une fois de plus, je vous donne des clés pour que la prochaine fois que vous voyez une provenance de noix de cajou, vous puissiez vous poser la question de savoir si ces noix de cajou, vous avez envie de les acheter ou pas. La bonne nouvelle, là-dedans, et il y en a, c'est que il y a des gens qui travaillent très bien, il y a des labels qui sont là pour nous protéger, pour protéger déjà les producteurs, mais aussi nous en tant que consommateurs. Le label bio est un label fantastique. Je le dirai jamais suffisamment. Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai eu la phase wow, le bio c'est génial, et puis la phase descendante un peu en mode ouais en fait c'est un peu une arnaque, les mecs qui nous vendent des tomates bio, mais en fait elles sont faites sous serre, blablabla, avec plein... Bref. Donc on a tous eu cette phase un petit peu de oui c'est bien mais pas si bien que ça. Je vous assure que à titre personnel, je suis extrêmement favorable au label bio parce que il faudrait que j'arrive à l'expliquer plus clairement que ce que je m'apprête à faire. Il y a toute une face cachée du label bio qu'on ne voit pas, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que des
des éleveurs, des producteurs, des artisans ne peuvent pas faire s'ils sont certifiés bio, qu'ils pourraient faire en temps normal. C'est des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Par exemple, pour une production d'agrumes bio, eh bien, les gens qui vont faire des agrumes bio ne pourront pas cirer leurs agrumes. Ou s'ils le font, c'est avec une cire très spéciale. Parce que oui, il y a beaucoup d'agrumes qui sont cirés. Je vous jure, c'est pas une blague. Il y a de la cire qui est balancée sur votre orange ou votre clémentine, uniquement pour lui donner un aspect plus brillant. Quasiment que ça. J'ai entendu dire que ça pouvait augmenter un petit peu la conservation, mais je suis même pas sûr que ce soit vrai. C'est une demande, ça coûte pas grand-chose de le faire. Il y a certaines personnes, notamment en l'occurrence le client était anglais là, des supermarchés anglais qui se sont rendus compte qu'ils vendaient mieux si c'était un peu brillant. Bon bah c'est parti, allez, on met de la cire partout sur tous les agrumes. Bon, eh bien, être dans un label bio, c'est contraignant et ces contraintes font que on ne peut pas utiliser tout ce qu'on veut n'importe comment. Et toutes ces choses-là que vous ne savez pas forcément, que nous on ne sait pas parce qu'on n'a pas le temps forcément d'aller tout visiter, sachez que le label bio nous en protège déjà énormément. C'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. Je pense qu'un jour je ferai un sujet uniquement sur les labels parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc vous pouvez déjà faire confiance à ce label. C'est pas suffisant, mais c'est déjà très bien. Il y a d'autres labels, notamment Éthiquable ou des labels comme ça qui respectent, qui font en sorte de s'assurer que les travailleurs sont plus respectés. Mais là, je ne vais pas trop m'épancher dessus parce que déjà, je manque de connaissances sur ces labels-là et je sais qu'il y en a qui ne sont pas tous aussi recommandables que ce qu'on voudrait. Le dernier label, sur lequel clairement je ne suis pas du tout objectif, mais alors vraiment pas du tout, c'est celui de Pépite, le club que j'ai créé. Pourquoi ? Parce que si vous êtes membre et que vous écoutez cette vidéo ou ce podcast, vous savez que je n'aime pas un centime de plus quand vous achetez des produits qu'on vend sur ce club, puisque ce n'est pas notre modèle économique. Nous, on va rapporter de l'argent le plus possible aux artisans producteurs qui travaillent super bien. Et le modèle de ce club fait que j'ai ce luxe de pouvoir passer beaucoup de temps à rencontrer les artisans producteurs qu'on met en avant et à vérifier comment ils bossent. Et donc moi, je vais déjà en amont avec toute mon équipe, m'assurer que les gens qu'on s'apprête à rencontrer travaillent super bien, mais on ne s'arrête pas là. On va les rencontrer sur place et on passe des heures, voire des jours avec eux pour poser toutes les questions qu'on a envie de poser, pousser toutes les portes qu'on veut pousser et vraiment aller au bout de la démarche. Donc, les noix de cajou dont je m'apprête à vous parler, je peux vous assurer qu'elles sont tout en haut du panier de ce que j'ai pu voir dans toutes mes recherches. Vraiment, c'est absolument hallucinant. Donc, ces noix de cajou, elles proviennent de Madagascar, vous l'aurez compris puisque j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. C'est en fait le patron d'une entreprise qui produit des crevettes à Madagascar. Ces crevettes sont bio et label rouge, les seules crevettes label rouge hors Union européenne, au passage. Il s'appelle Amine, c'est quelqu'un de fantastique. Je suis également un grand fan de ses crevettes, mais ça, ce sera un autre sujet. Et Amine, il est amoureux de son pays. Il est né à Madagascar. Il a vécu là-bas une grande partie de sa vie. Et c'est un grand défenseur de ce pays qui souffre énormément de plein de choses, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, mais également de la corruption et de la déforestation. Il n'y a pas d'ordre dans les trois que je viens de dire. Les trois sont extrêmement importants et dramatiques pour ce pays, Madagascar. Là où il est, à Madagascar, c'est au nord-ouest, à Moramba, à côté de Moramba. Ces crevettes sont sur une mangrove, ce qui, en temps normal, est catastrophique puisque c'est de la destruction de mangroves pour produire des crevettes. C'est le cas quasiment partout dans le monde, puisque c'est là que naturellement les crevettes sont. Donc généralement, quelqu'un qui veut faire de la crevette pas chère, il se fout sur une mangrove, il rase tout et il fait un élevage de crevettes sur place. Mais c'est l'enfer. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Amine, lui, c'est l'inverse. Depuis qu'il est arrivé, la mangrove, elle a grandi. Parce que lui, il veut défendre son territoire et son pays. Je dis pas ça juste parce qu'il me l'a dit. J'ai vu les images satellites, le avant, le après, et tout ce qu'il a mis en place sur place. Il y a même Jean Covici qui a émis un rapport sur Unima qui est absolument dithyrambique. Donc, je pèse mes mots quand je vous dis ça. Et non content déjà d'avoir développé une énorme économie locale pour faire travailler des gens localement pour la crevette, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire de plus, notamment pour inverser un problème de désertification ou d'aridification. Je ne sais pas si ça peut se dire. En tout cas, les terres deviennent de plus en plus arides dans cette région, particulièrement parce qu'il y a énormément de déforestation par les locaux qui
brûlent des forêts pour vendre le charbon. Ça paraît un peu bête dit comme ça. Et une fois de plus, rappelez-vous de ce que je dis régulièrement, c'est des gens qui se posent la seule question qu'ils se posent, c'est de savoir s'ils vont manger ce soir. C'est hyper dur à appréhender pour nous. Où on vit dans un pays où on peut juste commander sur une application et se faire livrer. Là-bas, c'est une question, c'est la faim. C'est des gens qui ont faim et qui connaissent un truc que nous, on ne connaît pas, ou alors nous, on se l'impose en faisant un jeûne. C'est quand même fou. Donc ces gens, pour survivre, vont brûler des forêts pour en faire du charbon et après le vendre sur le bord de la route à des camions qui viennent l'acheter pour le rendre plus loin en ville pour des gens qui vont cuisiner ou se chauffer au charbon. Plus cuisiner que se chauffer en parlant de Madagascar. Amin, il a donc réfléchi à comment est-ce qu'il pouvait replanter des arbres, mais planter les arbres pour planter les arbres, il y a beaucoup d'expériences dans le monde comme ça, on en a beaucoup entendu parler, il y en a pas mal qui sont critiqués, de gens qui disent on a planté, à chaque fois les chiffres me font halluciner, on a planté 20 millions d'arbres en 3 jours, je ne sais même pas comment c'est possible, mais ce sont de très très belles initiatives, néanmoins souvent c'est des choses qui ne prennent pas parce que déjà, des fois, c'est pas forcément la bonne espèce. Il y a des histoires comme ça, et donc elles s'adaptent pas, ou alors au contraire, elles deviennent invasives. Il y a des histoires pas très drôles. Il y en a qui se finissent très bien, et tant mieux. Et merci à ceux qui font ça. Mais souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de dimension économique derrière. Et ce que Amin a réussi à faire avec Verama, cette fameuse noix de cajou dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est de trouver un modèle économique sur place qui crée de la valeur ajoutée sur place, qui va rendre le système vivant et autonome, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous m'avez compris. Vu qu'il y a une économie, le système va se poursuivre. Non, j'arrive vraiment pas à la faire cette phrase, mais je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous explique. Aujourd'hui, ça devient rentable de planter des arbres, en l'occurrence des anacardiers. Et c'est une absurdité totale d'aller brûler cet anacardier pour en faire du charbon. Parce que localement, les gens savent qu'ils ont moyen de gagner beaucoup plus d'argent avec la noix de cajou, soit en travaillant directement dans l'entreprise de noix de cajou et en ayant un salaire fixe tous les mois, ou alors, en l'occurrence entre vous et moi, je pense pas qu'il y en ait qui aient leur propre anacardier et qu'ils les vendent à Verama, mais bon, peu importe, ils savent très bien qu'ils vont pas brûler ces arbres parce qu'ils sont conscients de la dimension économique que ça peut apporter et nourrir des villages entiers localement. Et au-delà de ça, Amine, qui est très sensible, qui est quelqu'un de fantastique humainement, c'est un grand ami maintenant. Euh, il fait bien évidemment très attention au bien-être de ses employés. Donc tout le monde a des gants sur place. Alors, les plus sceptiques d'entre vous pourront se dire peut-être qu'ils avaient des gants le jour où je suis arrivé. Ouais, peut-être. Mais j'ai passé en tout, je suis allé 2 fois là-bas, j'ai passé 2 semaines avec Amine. Je à ce stade, il faut faire confiance à mon intuition et aux nombreuses soirées qu'on a passées, parfois un peu alcoolisées. Et l'air de rien, c'est pas si mal parce que ça permet de délier les langues. Et vraiment, j'ai une confiance totale en Amine et en ce qu'il me montre et ce qu'il me dit. En l'occurrence, les salariés là-bas travaillent en blouse. Elles ont des gants pour les femmes qui le font. Il et elles sont des... Parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent. C'est juste que je ne crois pas que les hommes travaillent sur la partie épluchage. Mais il y a aussi des hommes qui travaillent là-bas. Travaillent dans les conditions qui, en France, ne nous feraient clairement pas rêver. Mais pour Madagascar, sont bien meilleures que la moyenne, avec des salaires qui sont également bien meilleurs que la moyenne localement. Dernier point sur lequel je voulais revenir pour vous parler de ces noix de cajou, avant de vous décrire, j'aurais dû commencer par ça pour vous donner envie, mais je le ferai après. Le goût de ces noix de cajou, quel sinon. Mais avant de parler de ça, je voulais aussi vous parler d'un aspect qui est important, c'est l'aspect écologique et énergétique, ou l'énergie tout simplement. Pour chauffer des fours, pour avoir des ventilateurs qui tournent pour rafraîchir les gens. Enfin bref, il faut de l'énergie pour faire tourner une entreprise. Et en l'occurrence, la Jirama, qui est l'équivalent de EDF peut-être que je devrais dire RTE d'ailleurs. Bon, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. RTE, EDF, peu importe. L'équivalent qui est à Madagascar s'appelle la Jirama. Et la Jirama, déjà dans Antananarivo, qui est la capitale, c'est le bordel, je vous assure. Le nombre de fois où j'ai vu des coupures de courant, c'est infernal. Et ça, on n'y pense pas pareil quand on est en France. Mais comment créer une entreprise là-bas quand potentiellement tous les jours on peut avoir 1 heure d'interruption, enfin tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, on peut avoir 5 minutes comme 1 heure d'interruption de courant. C'est hyper compliqué. Bref, la Jirama ne va même pas jusqu'au lieu de production de noix de cajou d'Amine. Donc sur place, l'électricité, elle est produite par des générateurs qui sont des générateurs au diesel.
pas terrible, le générateur au diesel. Bah ouais, bah c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais bon, ça s'invente pas non plus. Amine m'a montré le calcul qu'il a fait pour imaginer ce que ça coûterait d'alimenter tout ça avec des panneaux solaires. Et aujourd'hui, ce serait un gouffre financier. Et pour que ce projet fonctionne, il faut qu'il soit rentable. Il faut qu'il y ait une rentabilité, pas forcément très forte, et je ne pense pas qu'elle soit très forte en l'occurrence, mais il faut que ce soit rentable, sinon ça n'a pas de sens et ça ne pourra pas durer dans le temps. Donc en l'occurrence, le choix qu'a fait Amine, malgré tout, c'est que, parce que lui aussi ça lui brûle un peu les yeux de voir des générateurs au diesel, c'est qu'il a upgradé ses générateurs avec une nouvelle version de moteur. Enfin, j'y connais pas, on est vraiment dans la technique, mais ce sont des générateurs qui peuvent fonctionner avec de la fumée de bois. Donc c'est la fumée, c'est pas le bois, c'est assez particulier. Et donc là, quand j'y suis allé, ils étaient en phase de transition. Ils étaient vraiment littéralement en train d'en démonter un sur les deux pour installer le nouveau mécanisme. Donc je ne sais pas si ça fonctionne. J'imagine qu'au moment où je vous parle, c'est déjà en place. Et la question que je pose évidemment à Amine immédiatement, c'est bah oui, mais si c'est de la fumée, elle vient de bois, donc ça veut dire qu'il faut brûler des arbres. Donc sur le coup, moi, parisien, je suis en mode, c'est pas très bien de brûler des arbres. On vient de dire qu'il fallait pas il fallait que les gens arrêtent de brûler des arbres pour faire du charbon. Soit. Sauf que la grande différence, c'est que déjà, quand on brûle les forêts pour faire du charbon, il y a énormément de pertes. La rentabilité, enfin la quantité de bois versus le charbon, elle est très 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 mauvaise. Mais aussi et surtout, en faisant ça, il est en train de créer une nouvelle économie à nouveau. Il y a certains bois, je sais plus lesquels c'est, c'est pas l'eucalyptus du tout, c'est l'acacia. Je sais pas pourquoi j'ai pensé eucalyptus, mais c'est l'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois qui grandit très vite, qui est très bien pour faire brûler. Et donc en fait, il est en train de créer une économie secondaire en disant à des gens, mais plantez des arbres, plantez des acacias. Je suis quasiment sûr à 100% que c'est des acacias. Euh, Attendez 3 ans et vous pourrez les couper et je vous paierai tant pour les récupérer. Et en fait, ça crée des sites. Ce sont des endroits où il n'y avait pas d'arbres et où maintenant il y en a. Et en fait, il y en a tout le temps. Et on les coupe et ils repoussent, et on les coupe et ils repoussent. C'est fantastique. Donc, je vous raconte cette anecdote parce que je ne serais pas surpris que spontanément vous vous soyez fait la même réflexion que celle que je me suis fait sur place. Et à nouveau, c'est ce luxe que j'ai de passer autant de temps avec ces gens, c'est que je peux avoir le temps d'avoir mon idée et après me dire, je me tape sur les doigts, je me dis, attends Tristan, pose la question, on verra. Donc on est franchement pas mal d'un point de vue écologique et prendre soin de notre planète et d'un point de vue social, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Maintenant, j'aurais dû commencer par ça, on est quand même un club de passionnés de bouffe. Ces noix de cajou, bordel, elles sont hallucinantes. Je vais essayer de vous décrire, je salive rien qu'en y pensant. Ces noix de cajou, alors moi je les ai toutes mangées toujours crues, ce qui est, entre nous, un peu décevant. Je vous explique. Une noix de cajou grillée, torréfiée, la torréfaction, ça développe des arômes de dingue, de dingue. Moi, j'adore torréfier mes amandes, je le fais chez moi, c'est trop bien. Pour la noix de cajou, c'est pareil. Si en plus on vient rajouter une petite pointe de sel, exhausteur de goût, évidemment, c'est bien meilleur. Donc la noix de cajou crue d'Amine, déjà, elles sont énormes, elles sont magnifiques, elles sont entières. Quand vous la mettez en bouche, c'est un peu décevant. Il ne se passe pas grand-chose, il y a une très légère pointe d'acidité sur le bout de la langue, et quand on croque, il n'y a pas le croquant lié à la torréfaction, donc c'est un peu plus moelleux slash mou. Franchement, c'est un peu décevant. On croque pendant quelques secondes, je dirais bien 3, 4, 5 secondes, sans être très convaincu par ce qui se passe. Et c'est au moment où vous avez un peu oublié et vous êtes en train de continuer votre phrase avec votre copain à côté de vous, où là, vous réalisez, là, d'un coup, il y a une espèce d'explosion en bouche qui est absolument hallucinante. Il y a de la fleur, il y a du miel. Je ne sais pas d'où sort ce miel, mais à chaque fois que j'en goûte, vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Il y a vraiment du miel. C'est une expérience comme j'en ai jamais vécu avec aucune autre noix de cajou. Et je me réjouis à l'idée que les personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo puissent un jour, si ce n'est pas déjà le cas, goûter à ces noix de cajou. Elles sont absolument hallucinantes. Le problème, il y a un problème avec ces noix de cajou, c'est que c'est compliqué. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement triste sur lequel je n'ai pas envie de revenir lié à ces noix de cajou. Bref, c'est compliqué la production là-bas. Et pour l'instant, ces noix de cajou ne sont vendues qu'à Madagascar, uniquement. 100% de la production part à Madagascar, sauf, sauf une toute petite partie qui est réservée pour les membres de Pépite, parce que Amine est membre du club, est un ami, et c'est son entreprise. Il a accepté de faire ce geste pour nous.
Elles sont à un prix, j'ai plus le détail exact, je crois que c'est une trentaine d'euros le kilo, ce qui est l'équivalent d'une bonne noix de cajou en France. Enfin, là, si vous regardez autour de vous des chairs de qualité entières, pas cassées ou en miettes, c'est ce prix-là. Sauf que c'est bien meilleur, c'est vraiment bien meilleur, à mon sens. Là, je perds un peu d'objectivité parce que vous l'avez compris, il y a un peu d'émotion là-dedans, mais elles sont absolument incroyables. Et encore, j'ai pas parlé de la version torréfiée et salée. Oh, là, c'est stratosphérique. J'espère que je vous ai appris plein de choses sur la noix de cajou. J'espère franchement que je vous ai aussi sensibilisé à ce produit qui est quand même pas simple d'un point de vue éthique et écologique. C'est un produit pas simple, donc pensez à retourner l'étiquette quand vous allez dans votre magasin et que vous en achetez une, parce que c'est ces petits gestes-là qui vont pousser plus ou moins les magasins à arrêter de demander à mettre de la cire sur les agrumes, par exemple, ou arrêter d'acheter des noix de cajou qui, qui poussent en Côte d'Ivoire, qui sont ensuite emmenés au Vietnam ou en Inde et qui ensuite reviennent en France. Pourquoi pas, hein, je dis pas qu'il faut arrêter d'en manger, hein, une fois de plus, on n'est pas manichéen, mais quitte à choisir, autant en prendre dont la valeur ajoutée est le plus possible créée sur place. Et celle dont je vous parle, pardon, en l'occurrence, la quasi-totalité de la valeur ajoutée, elle est créée sur place. En particulier pour les membres de Pépite, puisque vous le savez, là, il n'y aura aucun intermédiaire, même pas nous, on ne prend pas de commission sur ces ventes. Donc là, tout l'argent qui sera généré pour cette vente, ah mais il faut que je vous raconte ça. Ah ouais, désolé, j'allais passer à la suite, mais non, il faut que je vous raconte ça. Je vous ai dit que j'étais déjà allé 2 fois là-bas, et donc la deuxième fois, j'ai eu la chance de pouvoir retourner voir la production de noix de cajou. Je ne suis pas retourner une deuxième fois juste pour le plaisir, c'est le hasard, c'est que j'avais pas pu tout voir. En gros, j'étais allé la première fois uniquement pour du caviar de Madagascar et j'avais pu rapidement passer dans la production de noix de cajou et de crevettes, mais c'était extrêmement rapide parce que c'était pas prévu. Et quand je suis revenu, je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on puisse la mettre en avant, mais j'ai un devoir envers les membres de, de jouer un petit peu à l'inspecteur et aller sur place et vérifier des choses, d'autant plus quand c'est aussi loin que Madagascar. Donc je suis retourné une deuxième fois beaucoup plus longuement. Et cette deuxième fois, entre ces 2 fois, on avait fait une première vente. On avait quand même fait une première vente alors que j'étais pas encore retourné. Et cette première vente s'était plutôt bien passée. Je sais plus combien on avait acheté, mais quand je suis retourné la deuxième fois, je suis arrivé là-bas et là, toute l'équipe des Noix de Cajou était présente quand on est arrivé en voiture. Vous imaginez le gros 4x4, enfin bref. Toute l'équipe était présente et le directeur de Verama est arrivé et m'a présenté en disant c'est Monsieur Lafontasse du club Pépite. Enfin, vous le savez, il a dit moi chef à l'époque, mais maintenant je dis Pépite. Et il m'a présenté en disant qu'on était leur plus gros client et il a redit les chiffres de combien de kilos on avait commandé dans le club. Tout le monde m'a applaudi, j'en suis ému, j'en suis ému en vous le disant. Et j'ai fait une vidéo juste après que je vous ai envoyée sur le WhatsApp en vous disant attention, c'est pas moi qui les ont applaudi, c'est vous tous, hein, parce que c'est en achetant de ces produits-là qui cochent toutes les cases de ce qu'on aime que on aide ces gens-là à aller au bout de leur rêve, parce que là, il y a des gens qui, c'est leur rêve hein, de faire ce qu'ils font. Bref, c'est une trop belle histoire. On leur apporte de l'argent, on sait où va l'argent, c'est génial. Et ce moment m'a extrêmement ému. Encore maintenant, en vous en parlant, je suis extrêmement ému. Je vois exactement où ça s'est passé, juste au pied d'un anacardier qui, lui, est là depuis très longtemps, qui est immense. Bon, bref. Ouais, je suis très content d'avoir pu partager cette anecdote avec vous et merci à tous les membres qui écoutent ce podcast. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de choses et rendre des gens aussi heureux. Et en achetant 3 paquets de noix de cajou ici, le montant qui est réinvesti sur place, il est enfin, voilà, 10 balles en France et 10 balles là-bas, c'est incomparable, absolument incomparable. C'est vraiment un pays très très pauvre, Madagascar. Euh, Si vous pouvez pas acheter ces noix de cajou là, cherchez des noix de cajou bio ou commerce équitable. Déjà, vous ferez un gros filtre parmi tout ce qui existe dans le magasin en bas de chez vous. J'ai terminé quasiment sur la noix de cajou. Je regarde juste dans mes petites anecdotes que j'ai sous les yeux si j'ai oublié de vous raconter quelque chose. Mais je pense que j'ai bien, bien, bien balayé tous ces sujets. Ouais, j'avais oublié de vous dire que ce sont les Portugais, historiquement, qui ont introduit les anacardiers en Afrique et en Asie au XVIe siècle. Donc, ils ont pris du Brésil pour les importer là-bas. Ah oui, si, si, ouais, dans le transport. Vous savez, quand je vous disais que les cajous viennent
Côte d'Ivoire pour aller en Inde, au Vietnam et au repas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est un chiffre que m'a trouvé Sabrina, c'est qu'il faut 4 conteneurs de noix de cajou pour obtenir à la fin un conteneur d'amandes de cajou. Vous savez ce que nous on mange et qu'on appelle des noix de cajou. Donc c'est tout cet espace et ce transport qui est gâché, perdu, alors que si la transformation était faite sur place, évidemment, déjà il y aurait moins de distance, mais en plus il y aurait beaucoup moins de quantité à transporter. C'est un petit peu comme le sujet des cosmétiques ou du produit vaisselle ou du savon, des choses comme ça, où on transporte de la flotte, hein. C'est quand même trop bête de transporter autant de flotte. Mais là, je sors complètement de mon sujet. J'ai terminé sur la note cajou, promis, ce coup-ci, ce coup-ci, c'est vrai. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y en aura dans la vente de rab de la fin du mois, oui. Mais ça, vous le savez parce que vous avez écouté le podcast précédent. Donc, vous allez pouvoir en acheter. Franchement, n'en achetez pas un sachet, hein, parce que vous allez faire comme tous les membres qui ont fait ça et me dire: oh non, Tristan, j'en ai pas acheté assez, quand est-ce que ça reviendra? Je ne sais pas quand ça reviendra. Je ne sais pas si ça reviendra. Donc, prenez-en une grande quantité. Elles sont sous vide. Donc, une fois que vous les avez ouvertes, forcément, il ne faut pas trop traîner à les consommer parce qu'elles peuvent légèrement s'oxyder. Mais quand elles sont sous vide, elles sont sous vide. Vous les mettez dans le placard. Vous pouvez les garder pendant des mois sans problème et vous me remercierez plus tard. Je passe pour de vrai au sujet suivant qui est un sujet entrepreneurial. Donc si vous vous en foutez de mes histoires d'entrepreneuriat, vous pouvez arrêter ce podcast maintenant. Je ne vous en voudrais pas et de toute façon je ne le saurai jamais. Avant de partir, vous pouvez toujours mettre une petite note ou m'envoyer un texto. Même si vous restez, vous pouvez mettre en pause et m'envoyer un petit texto, ça me fait toujours plaisir, ou un mail. Le sujet entrepreneurial, j'ai noté emailing ciblé. Pourquoi j'ai noté ça? Parce que en fait c'est déjà la réponse à la question que j'avais prévu de vous poser. C'est, j'ai un sujet en ce moment très fort, c'est j'arrive pas à faire en sorte que les membres reçoivent mes messages. Je m'explique. On a plein de canaux de communication différents. Il y a le WhatsApp, il y a les emails, il y a les notifications d'applications. Et malgré tout, le nombre de membres qui ont très envie de savoir quelle est la vente en cours et qui, pour une raison ou pour une autre, ne savent pas, ça dépasse mon entendement. J'arrive pas à comprendre. Enfin, j'ai une idée bien sûr, mais je continue à explorer ces pistes-là parce que j'ai l'impression qu'on envoie trop de messages et en fait la réalité c'est qu'on n'en envoie peut-être pas suffisamment ou en tout cas ils sont pas suffisamment bien calibrés. J'aimerais bien savoir si vous êtes entrepreneur vous aussi, si c'est un sujet auquel vous avez fait face, comment vous l'avez réglé. Les pistes que j'explore en ce moment, ça fait un bout de temps que je pense créer un compte WhatsApp Business qui serait un compte au nom de Pépite et qui me permettrait d'avoir des conversations one-to-one. Parce qu'aujourd'hui, quand on envoie un message sur la communauté des membres du club, le problème, c'est que c'est noyé parmi tous les messages. Même les miens sont noyés parmi tous les autres. On voit juste une notification de plus sur toute la communauté. Donc, même quand j'envoie une annonce sur toute la communauté, alors que si on crée un compte WhatsApp Business et que là, on faisait une conversation one-to-one, ce serait beaucoup plus simple. J'ai même envisagé, je ne vous le cache pas, je crois que je l'avais déjà teasé la dernière fois, d'utiliser un petit bot qui pourrait répondre à des premières questions hyper simples, du genre c'est quoi la vente actuelle? Parce que j'ai aucune valeur ajoutée moi à répondre à cette question alors que c'est une information qu'on a et qu'elle est la même pour tout le monde. C'est quoi la vente actuelle? Où est le lien? Et puis juste une ou deux fois par mois, envoyer un message en disant la vente est en ligne, c'est ça. Je sais que là les membres ont beaucoup plus de chances de voir ce message qui serait un nouveau message dans la boîte WhatsApp, enfin dans l'appli WhatsApp. Sauf que pourquoi est-ce que j'hésite? C'est con, hein. Vraiment c'est con, mais je trouve ça. Je me sens con en le disant, mais je l'assume. Pas complètement. Je trouve ça trop cher. WhatsApp Business, c'est cher. Ça m'a bluffé. En fait, ils font leur prix en fonction des pays. Et évidemment, en France, ils sont du bois. Les Français, ça va, on va pouvoir les faire raquer. Pour envoyer un message marketing, il y a plusieurs catégories de messages. Sur WhatsApp, il y en a 4. Ce qui est génial parce que ça protège vachement l'utilisateur. Ils font tout pour s'assurer que on n'ait pas le problème qu'on a tous connu avec le mail du fameux spam. Donc là, c'est très 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 encadré et c'est payant et c'est pas donné. Et en l'occurrence, pour envoyer un message qui s'appelle marketing, donc une information sur un produit à vendre, c'est de mémoire, je crois que c'est 13 centimes le message. Ça paraît pas énorme, mais faites le calcul, 13 fois 600, si je veux envoyer ne serait-ce qu'un message par semaine, c'est pas énorme, ça me revient à plusieurs centaines d'euros par mois dépensés, ce qui n'est pas dramatique, on pourrait le faire, mais franchement, filer autant à Meta, déjà qu'on leur file un petit peu quand on fait des pubs, ça me... Bon, et puis c'est l'histoire de l'entreprise où à l'époque c'était compliqué financièrement, donc j'ai des réflexes un peu radins, qu'on se le dise, mais voilà,
je fais attention, je fais gaffe aux finances de l'entreprise et quand je vois ça, je me dis quand même, ils abusent quoi. Donc j'y réfléchis encore un peu juste par principe. L'alternative que je pourrais avoir, c'est un bon vieil email. Parce que aujourd'hui, on envoie, je vous l'ai dit, bien sûr qu'on envoie déjà des emails, mais on envoie un très long email qui est la newsletter écrite par Stéphane Méjanès et par moi et par Margot, dans laquelle il y a toutes les informations. L'histoire des producteurs, coup d'où vient notre cajou, pas mal de choses que je viens de vous raconter dans ce podcast, et également les prochains événements, blablabla, blablabla. Il y a plein de choses, beaucoup d'infos. Moi, à titre perso, quand je reçois une newsletter comme ça, aussi longue, parce que on finit par savoir que telle newsletter est longue, je me dis, là je suis au boulot, j'ai pas le temps, je la lirai plus tard. Et malheureusement, des fois, ça passe à la trappe. Même si dans mon cas, si vous écoutez mon podcast avec assiduité, vous savez que j'utilise un outil génial pour les newsletters qui s'appelle Meco, M-E-C-O. Donc, ce que je me dis, peut-être, et on en parlera demain avec l'équipe, donc au moment où j'envoie ce podcast, on en aura déjà parlé avec l'équipe. On va manger au Café des Ministères demain, donc demain c'est jeudi, mais ce sera jeudi précédent pour vous. J'espère que vous m'avez compris. On va en parler et je pense qu'on va évoquer la possibilité d'avoir des emails très transactionnels envoyés par moi avec pas de mise en forme, juste hello pour info, la vente en cours c'est ça, clac clac clac, tu peux cliquer ici pour acheter et puis vraiment hyper simple, le genre d'email où on n'a pas besoin de scroller pour voir la suite et à côté avoir les emails newsletters qui, elles, ces newsletters sont destinés au plus de monde possible, parce que plus on parle de ces artisans producteurs qui bossent super bien, plus on est lié avec notre mission du club. Donc d'un côté, cette newsletter qui pourra vivre sa vie de son côté et grandir le plus possible sans que les gens qui la lisent et qui ne sont pas membres se disent « Est-ce que ça m'est vraiment destiné ce mail ?» Et pour les membres, un mail qui leur est clairement destiné en disant « La vente est en ligne, cliquez ici pour acheter vos produits ». Je pense que ça c'est une option déjà qui est moins chère que l'autre option WhatsApp et qui est simple parce que ça fonctionne et que je suis sûr qu'il y en a parmi vous, quand j'ai dit un nouveau compte WhatsApp, il y en a qui se sont dit « Waouh, encore un truc !» Alors qu'en vrai, ce ne serait pas si énorme que ça, mais il y en a peut-être qui auront un petit frein, alors que là, ce ne serait pas le cas. Voilà pour ce sujet entrepreneurial que je voulais partager avec vous. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, d'après vous, il faut que ce soit une solution email comme celle que je viens d'évoquer, ou WhatsApp, ou autre chose auquel je n'ai pas pensé? Ouais, bah oui, c'est le principe. J'ai pas pensé, je peux pas le deviner maintenant. Je terminerai par un faux teasing, mais tant pis, j'assume ma presque blague jusqu'au bout. Au moment où vous écoutez ce podcast, si vous êtes hyper assidu et que vous l'écoutez un dimanche, parce que je publie ce podcast tous les dimanches à 10h sur toutes les plateformes et sur YouTube, pour ceux qui préfèrent les vidéos, sachez que c'est mon anniversaire. On est le dimanche 19 mai, je suis né le 19 mai, j'en avais déjà parlé dans la newsletter précédente que j'avais envoyée, et mieux que ça, si vous l'écoutez un dimanche et que vous êtes dans Paris, rendez-vous tout à l'heure à 19h, rue Chaptal, dans le 9e arrondissement. Il y a Élise, une membre du club qui est la patronne d'un coffee shop auquel je vais tout le temps parce que c'est juste à côté de chez moi, qui nous prête son coffee shop qui est normalement fermé pour qu'on puisse faire une petite teuf là-bas, bien manger, bien boire. Donc vous êtes les bienvenus, que vous soyez membre du club ou pas. Le fait que vous ayez écouté ce podcast jusqu'à maintenant me suffit largement pour être ravi à l'idée de vous rencontrer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée, peut-être à tout à l'heure. Et sinon, à la semaine prochaine pour mon prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 12, puisque celui-ci, c'est déjà le numéro 11. Incroyable. Je ne pensais pas que j'ai réussi loin. Je suis très content. Et c'est grâce à vous, parce que vous les écoutez et parce que vous m'envoyez des messages géniaux. Je vous embrasse et à très bientôt.